Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Au nom de l'Office cantonal de l'égalité de la famille, j'ai également le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cet événement. Alors, évidemment, d'avoir une salle comble, de devoir rajouter des chaises, eh bien, me comble de plaisir, me comble de bonheur. Donc vraiment, merci pour votre présence. Un soir de 34 degrés ou presque dehors, les terrasses étaient bien accueillantes. Donc merci vraiment de venir avec nous pour cet événement. Je suis très heureuse de voir cette salle très bien remplie. Pardon. Je suis également très heureuse, je remercie nos intervenantes qui vont venir partager un petit peu de leur parcours, un petit peu de leur expérience, qui vont dialoguer, auxquelles vous pourrez aussi poser des questions. Et je suis sûre que nous sortirons tous beaucoup plus riches, à la fois de l'histoire, mais à la fois aussi du futur, parce que c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression quand même qu'un vent nouveau souffle quelque part sur notre canton ou sur notre pays. Probablement depuis l'année dernière, quand le Valais s'est retrouvé à un moment donné, c'était en mai dernier, avec 5 femmes au plus haut poste du canton, à savoir à la présidence du gouvernement, à la présidence du Parlement, à la présidence des commissions de haute surveillance, avec une image un petit peu différente qu'on a donnée tout d'un coup aux autres cantons, avec de belles photos dans nos journaux, de beaux reportages à Canal 9 aussi, évidemment, sur ces 5 femmes qui étaient à la tête du Valais à un moment donné, un moment exceptionnel, puisque c'est évidemment rare que cela arrive au même moment. Évidemment, tout est rentré dans l'ordre depuis, puisque depuis le mois de mai dernier, eh bien, 5 hommes ont repris ces postes. On ne retrouve plus de femmes à aucun de ces 5 sièges. Mais il n'empêche, j'ai tout de même l'impression qu'un vent nouveau a soufflé et puis que quelque chose a quand même un petit peu changé ici comme ailleurs. Il me semble que le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes eh bien, est revenu d'actualité. On en parle régulièrement dans les médias, dans la rue, dans les familles, en n'étant pas toujours d'accord, mais en provoquant des débats qui sont intéressants. Il me semble que cette thématique est revenue d'une certaine actualité. On parle volontiers de la sous-représentation des femmes dans telle ou telle instance. On parle également du manque de femmes dans les conseils d'administration. On plafonne à moins de 20% en Suisse. On a une loi qui a failli être votée l'année dernière, la révision de la loi sur les sociétés anonymes, qui prévoit un objectif de 30% de femmes dans ces instances. Il y a eu un retour en commission, on espère que ce sujet va revenir, et avec succès. On parle aussi régulièrement, eh bien, dans les instances politiques valaisannes, que ce soit au niveau cantonal, au niveau communal, qu'on plafonne à 20% de femmes. Le plafond de verre semble s'être installé à ce 20% que l'on peine vraiment à atteindre, que ce soit dans les communes ou au niveau cantonal, ou le seul endroit où on trouve un petit peu plus de femmes, ce sont dans les conseils généraux. Alors, en espérant bien sûr que ce soit à tremplin, et puis que toutes ces femmes, souvent très jeunes, qui s'engagent, qui sont engagées pour la constituante aussi, eh bien, vont continuer leur parcours et puis seront peut-être dans ce genre de réunion dans quelques années, dans 20 ou 30 ans. Le sujet est redevenu d'actualité, je vous le disais. Alors évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir, on va en profiter. On va en profiter d'autant plus qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, puisque dans l'actualité, eh bien, très souvent, un sujet va chasser l'autre. On espère en tout cas que ça va rester d'actualité jusqu'à l'année prochaine, puisque en 2020, eh bien, notre canton va avoir un grand jubilé, celui des 50 ans du droit de vote octroyé aux femmes. Une année avant le suffrage féminin fédéral, puisque c'était une année plus tard, en 1971. Alors j'espère aussi que ça va être l'occasion peut-être de se rappeler que le Valais a aussi été pionnier dans ce domaine-là, puisqu'en matière de suffrage féminin, eh bien, il a plutôt été dans les cantons de tête et pas dans le peloton de queue, comme parfois pour d'autres choses. Si on parle de cela aujourd'hui, je pense que c'est aussi grâce à toutes les femmes, à tous les hommes avec elles, eh bien, qui s'engagent à travers le canton, à travers le pays, dans des collectifs, pour remettre de nouveau ce sujet à l'ordre du jour, pour l'aborder sous des angles divers et variés. Mais dans le pays, eh bien, une énergie folle, je trouve, se dégage à travers ces collectifs qui organisent des tables rondes, des projections de films, des discussions. On peut marquer avec cela eh bien, l'événement qui va arriver, la grève des femmes du 14 juin. On l'a dit, c'était l'anniversaire en 91, lors de la première grève des 10 ans de l'article constitutionnel sur l'égalité, qui avait été accepté par le peuple, qui avait été refusé en Valais d'ailleurs, mais accepté par le peuple au niveau suisse.
Donc je ne peux que remercier tous ces collectifs. Certaines du collectif Valaisan sont ici ce soir. Vous pourrez leur parler tout à l'heure. Elles ont également une table où elles pourront disposer du matériel. Je pense que c'est important, surtout au moment où beaucoup de polémiques arrivent sur le terme de grève, sur d'autres choses, de se rappeler que ce n'est pas seulement ça, que c'est beaucoup d'événements, beaucoup de manifestations, beaucoup de soirées qui ont été organisées, qui vont continuer à être organisées et auxquelles je ne peux que vous encourager à participer eh bien, à votre façon, de la façon qui vous conviendra. Mais tous ces événements qui sont là eh bien, sont importants pour faire avancer les questions d'égalité, pour se rappeler, comme ça a été dit en introduction, qu'on n'a pas encore atteint l'égalité entre les femmes et les hommes en Suisse. Quand on plafonne à 20% au niveau de représentation politique, quand on est dans les instances dirigeantes des entreprises en Suisse, on est plutôt autour des 15%, eh bien on ne peut pas parler encore d'égalité. Quand il n'y a pas de congé paternité, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, vu les dernières positions du Conseil fédéral, on ne peut pas parler d'égalité. Donc encore beaucoup de chemin à faire. Alors merci à toutes celles qui, d'une façon ou d'une autre, s'engagent. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, avec elles, soutiennent tous ces mouvements. Et puis merci à vous d'être venus ici ce soir bien, pour s'interroger sur les progrès qui ont été réalisés, parce qu'il faut reconnaître ces progrès-là. Il faut vraiment être là pour les applaudir, tout en reconnaissant bien que le chemin à parcourir est encore long et que beaucoup reste encore à faire. C'est notre objectif ce soir, de parler de ce chemin et de parler de ce qu'on va encore pouvoir faire toutes et tous ensemble pour ces prochaines années. Donc merci de venir participer à cette réflexion. Merci à nos intervenantes et à Frédéric Philippin pour l'animation. Eh bien, une fois n'est pas coutume, d'un plateau qui sera exclusivement féminin. Merci beaucoup. Donc si je n'avais pas la pression, maintenant je l'ai. Voilà, ça c'est fait. Merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ça va se passer en deux temps très distincts. Dans un premier temps, il y aura 3 duos qui vont se succéder. On va parler d'économie, on va parler de politique et de journalisme. Et puis après, ces 6 dames vont rejoindre la scène tout ensemble pour une table ronde finale. Vous avez la possibilité de poser des questions. Alors allez-y sans autre, moi je vous passerai le micro. Je sais d'expérience que les salles sont très timides. Alors soit on sera très très bon, il n'y aura pas de questions supplémentaires à poser auquel cas on aura fait le job comme on dit, ou alors on n'aura pas été super et puis vous n'hésiterez pas à poser vos questions. On va commencer avec la première table ronde. Table ronde, on va parler politique. Et alors j'appelle Gabriel Nanchen qui va venir me rejoindre. Gabriel, je vous laisse monter, prendre un des 2 micros qui est posé sur la table. Et puis Emmanuel Dubuis également. Voilà, allez-y. Donc voilà, je pense qu'il faut bien parler dans le micro pour qu'on nous entende correctement. On est filmé également, donc on va en faire un petit compte-rendu pour Canal 9. Et puis on en fera également un sujet dans le journal dans les jours qui arrivent. Donc Gabriel Nanchen, votre histoire elle est connue. Là je ne vous vois pas tellement, je vais venir plutôt par ici, ce sera plus simple. Alors en 71, élu au Conseil national, vous me disiez, on s'est bien entendu parler pour préparer cette soirée. Il y avait 10 femmes dans un premier temps, puis une 11e vous a rejoint. Expliquez-nous peut-être un peu comment ça s'est passé, si on se replonge dans cette ambiance de 1971. D'abord, bonsoir tout le monde. Et je voudrais vous dire mon plaisir de revoir certaines têtes connues et de revivre en pensée le chemin qu'on a parcouru ensemble. Comment ça s'est passé, je l'ai raconté de multiples fois, je risque un peu de lasser les gens. Mais je dirais qu'au départ, il y a quand même le fait que j'ai perdu mon droit de vote en arrivant en Valais. Voilà, il faut peut-être parler effectivement le micro plus près de la bouche. Voilà. Je pense qu'au départ de mon aventure politique, il y a le fait que j'ai perdu mon droit de vote en arrivant en Valais. J'habitais le canton de Vaud, on avait le droit de vote depuis 1959, donc à 20 ans, j'ai voté comme tout le monde. Vous arrivez en Valais, vous vous y installez et vous redevenez mineur. Ça fait drôle. Donc, le micro ne marche pas. Est-ce que le micro ne marche point? Si j'essaye juste, moi j'ai une voix qui porte. Donc voilà, est-ce qu'on m'entend là dans le micro? Pas vraiment, un petit peu mieux. Ouais, c'est pas top, il faut lever le truc. Je suis pas spécialiste en micro, mais voilà, ça me semble mieux. Ça marche. Voilà, merci. Bon, j'ai la voix un peu sourde. Voilà. C'est comme ça. Donc j'étais motivée pour militer un peu pour le suffrage féminin et puis militer dans le cadre du Parti socialiste dans lequel je m'étais engagée en arrivant en Valais.
J'avais déjà des options politiques acquises à Lausanne au moment de mes études en sciences sociales et politiques. Donc, tout naturellement, je trouvais que la politique faisait partie de la vie. C'est pour ça que quand le Parti socialiste, en 1971, a jugé bon, comme tous les autres partis, de mettre une femme sur sa liste, j'ai accepté. J'ai accepté en sachant que je n'avais aucun risque d'être élue. J'emploie le mot risque parce que j'avais 2 bébés à la maison. La première avait 2 ans, le second 1 année à peine. Donc il n'était pas question que je quitte mes enfants pour aller à Berne. Mais mes camarades étaient très gentils et après chaque soirée électorale, je disais non mais tu es sûr Claude, j'ai vraiment aucun risque. T'en fais pas, c'est sympa d'être sur la liste, t'as aucun risque. Et puis voilà, 43 voix de plus que le prénommé Claude. Et c'est comme ça que j'ai été élue. Claude Rouillet, c'est ça. Il est devenu juge fédéral hein, quand même, donc il a aussi voilà, tout à fait, il a fait une belle carrière quand même. Oui. Un beau parcours. Ah ben, avec vous, Emmanuel Dubuis, 46 ans plus tard, c'est quoi? C'est 2 générations plus tard, vous êtes élu donc sous l'étiquette PLR, hein, c'est juste au Grand Conseil, député suppléante il y a 2 ans, économiste d'entreprise de formation, vous travaillez dans une banque, hein, là, jusque-là je crois que c'est tout bon. Est-ce que vous pensez que c'est plus simple d'être élu maintenant en 2017 que ça ne pouvait l'être dans les années 70 en Suisse? Alors bonsoir à toutes et à tous déjà. Merci pour votre présence. Et puis voilà, c'est mieux. C'est très émouvant aussi d'entendre un parcours plus long. Enfin, pour moi, c'est quand même assez nouveau. Ça fait seulement 2 ans. C'est une opportunité qui est arrivée. On m'a posé la question. Je ne sais pas justement si moi-même, je me serais posé la question réellement si j'avais le droit ou l'opportunité en fait de le faire si on m'avait pas demandé en fait et dit mais vas-y essaye pourquoi pas. Pourquoi le droit? Ça veut dire que selon vous c'était réservé aux hommes, la politique c'est une histoire de mecs? Non, même pas forcément ça, mais la peur des compétences, d'être jeune, de se dire mais qu'est-ce que moi j'ai vraiment à apporter là-dedans en fait. Et puis en fait c'est là que je me suis dit ben oui, en fait on a besoin de personnes peut-être un peu plus anciennes qui ont une expérience, qui ont la vie, tout simplement, qui leur a fait faire des découvertes. Et puis peut-être de nous qu'on arrive là et on a d'autres aspects en fait qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais justement on peut amener une certaine nouveauté. Et voilà, après on a quand même aussi des expériences professionnelles. Je dirais aussi que c'est peut-être mes expériences professionnelles qui m'ont fait me dire oui, vas-y, engage-toi parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. 2 ans de Grand Conseil, là, premier bilan, ça correspond à ce que vous attendiez? Alors c'est une très belle surprise, mais par contre ça prend beaucoup de temps. Et pour l'instant, j'ai encore pas tout compris sur tous les rouages. Et voilà, ça vient gentiment. Moi, ça fait 20 ans que je suis l'actualité parlementaire. J'ai pas tout compris non plus. Donc effectivement, c'est pas forcément évident. On va juste donner des chiffres. On va en donner peu ce soir. On va pas vous assommer avec des chiffres. En Valais, il y a moins de 20% de femmes dans les exécutifs municipaux, moins de 20% de femmes au Grand Conseil également, et puis une conseillère d'État, donc 20% de femmes également à l'exécutif. Donc c'est très peu. Gabrielle Lanchen, vous pensez, pour reposer la même question, que c'est plus facile d'être élue aujourd'hui pour une femme, une jeune femme? Je pense que c'est plus facile, effectivement. Mon élection à moi, c'est le fait du hasard. Bon, j'étais première des Viennes ensuite, d'accord, j'avais fait une relativement belle élection, mais enfin, c'est le hasard qui m'a amenée au Conseil national. Et puis ensuite, la deuxième, une certaine presse qui me voulait du bien, Liliane Varone voit très bien de qui il s'agit, a fait en sorte que j'ai été bien réélue parce que les Valaisans ont l'esprit chevaleresque. Les plus anciens comprennent, et puis les autres, voilà, ils demanderont au rédacteur du Nouvelliste qui est présent ce que je veux dire. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui c'est quand même plus facile parce que les femmes ont droit de citer en politique. Les femmes en Valais et ailleurs ont prouvé qu'elles faisaient du très très bon travail. On n'a plus peur d'élire une femme. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent qu'on donne toujours la préférence aux hommes. Mais je pense que quand on a fait ses armes, on peut, je crois, être considéré comme quelqu'un de valable. Et les femmes ont fait leurs armes en politique. Donc voilà, ma remarque est un peu générale. Maintenant, concrètement, peut-être que Mme Dubuis pourrait dire des choses plus précises. Oui, des obstacles peut-être, effectivement, sur le chemin de votre élection par rapport à des collègues masculins. Est-ce que vous en avez remarqué, ressenti certains, identifié? Non, pas. On ne vous a pas fait comprendre que vous étiez une femme. On nous dit souvent, la femme en politique, c'est le cas aussi en économie, on le verra plus tard, doit prouver 2 fois plus que l'homme. On ne vous l'a pas fait comprendre, ça, pas forcément.
Je dirais que pour l'instant pas, mais je ressens quand même qu'il y a encore des femmes qui sont déjà peut-être là depuis un petit moment qui doivent davantage prouver pourquoi elles sont là. Parce que le Parlement, c'est un monde de machos, on va pas se le mentir. Hein. Le Parlement valaisan surtout, non? Vous le ressentez, ça? Je dirais qu'il n'y a pas que le Parlement en Valais. Pour moi, on est quand même encore dans un canton qui est peut-être arriéré par rapport à ça pour certaines choses, mais pas que à ce niveau-là et pas qu'au niveau politique. Et puis justement, dans la politique, j'ai eu quand même plus de bonnes surprises de ce côté-là que de mauvaises surprises. Après, je pense que c'est aussi le début, donc il y a encore pas mal de choses à voir. La route sera longue. Gabrielle Lanchaine, on continue de dérouler votre histoire 1977, 6 ans plus tard. Alors là, vous êtes élu au Conseil d'État. Et puis vous n'y allez pas, il y a ces fameuses règles des districts dont on parle toujours maintenant. Est-ce qu'il faut la supprimer, la conserver? Qui fait que vous ne pouvez pas siéger, mais vous ne vous battez même pas. Il n'est même pas question de changer de district pour siéger au Conseil d'État. Là, encore une fois, vous vous lancez dans la campagne sans vouloir vraiment être élu. C'est juste. Oui, Ça paraît fou, hein? Je suis désolée de dire ces choses-là, hein, mais c'est vrai que j'ai fait de la politique par idéal, par militance, je dirais. Je ne l'ai pas fait pour avoir un siège. Ça peut un peu surprendre, mais c'était comme ça. Et si j'ai été candidate au Conseil d'État en 77, c'est parce que je savais que ça rendait service à mon parti, que ça permettrait peut-être de gagner des sièges au Grand Conseil ou un siège au Grand Conseil. Donc quand j'ai passé devant Arthur Binder, j'étais effectivement élue, Arthur Binder, le radical. Donc j'étais la première socialiste élue au Conseil d'État, mais j'habitais le même district qu'Antoine Zuffray, qui avait fait PDC, qui avait fait une meilleure élection que moi, et la Constitution voulait que je renonce à mon siège. Donc beaucoup d'amis m'ont demandé de déménager. C'est vrai qu'Ayen, c'est pas loin, ça aurait été facile de prendre un studio à Ayen. Mais il n'en était pas question, effectivement. Là je voulais avoir un troisième bébé. Toujours ces histoires de bébés, elles sont embêtantes, les femmes. Hein. Vivement le congé de paternité. Là, voilà, donc il n'était pas question que je siège au gouvernement. J'étais contente, j'avais fait un beau résultat, mon ego était agréablement flatté, et puis maintenant je pouvais retourner à mes casseroles et à mes langes. Vous connaissiez cette histoire, Emmanuelle Dubuis, de Gabrielle Lanchaine? Non, pas en totalité. Vous la découvrez ce soir? Oui, c'est justement, je pense, une chose qui fait que on s'engage peut-être plus, on a plus l'opportunité, oui, on nous pousse en avant parce qu'il y a besoin d'avoir des femmes sur la liste. Mais après, le problème, je trouve, c'est qu'on n'a plus en fait toute cette histoire, toute cette historique, tout ce qui s'est passé, toutes les femmes qui se sont battues. Je trouve on n'a plus ces informations. Oui, on peut aller les chercher, c'est clair, mais je trouve que ça devrait passer aussi dans l'éducation de nous montrer le parcours des femmes qui se sont battues, puis que pour que nous, on ait aussi envie maintenant encore de se battre. Parler de politique à l'école également, pourquoi pas. Moi, je vais être un peu piquant aussi ce soir. Donc, moi, je reçois des politiciennes et des politiciens à longueur d'année sur le plateau. C'est des centaines par année. Alors, petite anecdote, mais ça arrive également aux autres médias. Et Sandra Jean, tu pourras confirmer ce que je dis très certainement. Quand on appelle un gars, un homme politique, il me dit oui tout de suite. Avant même que je lui ai proposé de venir sur le plateau, il ne sait pas de quoi on va parler. Il ne sait pas de quelle émission je lui parle, mais il va venir. Quand j'appelle une dame, souvent, c'est pas toujours le cas, mais assez souvent, première réaction, c'est de me dire, mais tu crois que je serai à la hauteur? Je lui dis, j'imagine, sinon je t'aurais pas appelé. Puis la deuxième, mais comment je dois m'habiller? Et ça, je vous promets que c'est super fréquent. Le mec viendra habiller n'importe comment, pas de souci. La dame qui vient, déjà, il faut qu'elle soit convaincue qu'elle sera à la hauteur. Et je dois la rassurer aussi sur l'habillement qu'elle va porter. Gabrielle Lanchaine, est-ce que ça, c'est pas un obstacle aussi pour faire éclore des femmes en politique et ici, en Valais? Un obstacle que se mettent les femmes toutes seules, finalement? Bon, là, je répondrai par une boutade. Hein. Je trouve que les hommes, beaucoup d'entre eux, osent trop. Oui, des fois, il ferait mieux de ne pas oser. Pas, il ferait mieux pour tout le monde, hein, pour eux-mêmes et puis pour la collectivité. Et je dirais que les femmes, c'est tout à leur honneur qu'elles aient ces hésitations. Bon, question d'habit, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai été à la télévision à Genève, c'est pas moi, c'est le réalisateur qui m'a dit « Attention », ou le journaliste, « Attention, ne portez pas n'importe quoi. Si vous avez des carreaux, ça va pas aller sur l'écran. Il y a telle couleur qui va pas. » Donc voilà, on nous a mis au parfum très vite. Peut-être qu'elles continuent, les femmes d'aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, c'est que hésiter à venir parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les capacités qu'il faut,
c'est une preuve de sérieux. Ça veut dire qu'on prend la politique au sérieux. Et je crois que la plupart des femmes politiques montrent qu'elles travaillent avec beaucoup de conscience professionnelle. Et que c'est vrai, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un jeu. On fait pas ça juste pour amuser les foules et pour gagner des voix. On le fait parce qu'on représente des intérêts, qu'on a des idéaux à défendre. Et alors, c'est peut-être un obstacle, mais je pense qu'il faudrait peut-être changer la manière de faire des campagnes électorales. Il y a peut-être des choses à changer dans la chasse à courre qui consiste à vouloir à tout prix avoir un siège. Emmanuel Dubuis, si je vous appelle demain, après-demain, vous n'êtes jamais venu encore sur le plateau de Canal 9 pour venir me parler d'économie, vous me faites quoi comme réponse? Oui, je viens. Ou vous me dites, ouh là 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 là, je ne sais pas, serais-je à la hauteur? Non, pourquoi pas? J'essayerai dès la semaine prochaine. Par une question. Mais je pense qu'on se pose quand même un petit peu trop de questions. Mais oui, il y a une sorte de conscience et ça, je suis fière de ça aussi, mais on réfléchit un peu trop, je pense, quand même, par rapport au fait qu'on doit être toujours dans le juste et toujours faire les choses bien. Et voilà. Après, si j'ai aussi accepté ce soir, c'est parce que c'est sur une forme de dialogue et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est pas juste d'avoir des questions ou d'exposer quelque chose, mais c'est d'échanger, en fait. Voilà. Vous avez hésité quand même un petit peu de venir ce soir ou... Alors un petit peu, pas mais trop vraiment longtemps. le dialogue, c'est le mot qui m'a marqué. Et puis après, en plus, voilà, pour l'égalité et la famille, avec grand plaisir. Gabrielle Lanchaine, si vous avez des conseils à faire passer aux plus jeunes, Emmanuel ou d'autres qui sont présentes dans la salle, ce serait lequel au niveau de la politique pour se lancer dans la vie politique? Ça serait de ressembler à une femme politique que j'admire énormément et que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Je serai brève. On a le temps, allez-y. Bon. Elle s'appelle Jacinda Ardern. Elle est première ministre de Nouvelle-Zélande. Je pense que la plupart tout le monde d'entre dit vous... oui, mais quand vous avez dit Jacinda Ardern, je pense voilà, que personne le ne nom savait dit rien. Le nom dit rien, mais peut-être que son parlait. image, et puis surtout le comportement qu'elle a eu au moment du drame de Christchurch. Quand il y a une 60aine de personnes qui ont été assassinées dans une mosquée, eh bien, elle a été vers les gens. Elle s'est voilée comme les femmes musulmanes pour leur montrer qu'elle les respectait. Elle a embrassé tout le monde. Les hommes, dans certains musulmans, ne donnent pas la main aux femmes. Alors, elle les a simplement embrassés. Elle a pris tous ces gens qui souffraient dans leurs bras. Et qu'est-ce qu'elle a fait le lendemain? Elle a convoqué son gouvernement et puis elle a dit, maintenant, on interdit les fusils d'assaut. Et voilà, je vous raconte ces petites anecdotes parce que ça illustre pour moi quelque chose. Je crois que les femmes peuvent et doivent apporter autre chose en politique. Elles l'ont fait dans les pays scandinaves. Je trouve que je connais un petit peu ce qui s'est passé en Suède, par exemple. Grâce à elles, le congé parental existe depuis longtemps et il est plus d'une année. Puis on se le partage à égalité entre hommes et femmes. Les hommes qu'on rencontre, c'est des hommes qui me plaisent beaucoup, je vous avoue, malgré mon grand âge. Ils sont à la fois, c'est des hommes, ils sont virils, ok, mais en même temps, ils ont dans leur comportement une certaine façon d'être plus sensible, plus tendre. On les voit dans les parcs, c'est eux qui sont là avec les bébés. Et c'est naturel, on se partage les tâches et ça crée une autre manière d'être au monde. Et la Suède, ainsi que la Norvège, ont été les premiers pays à se préoccuper des problèmes d'environnement. Ils ont fait beaucoup pour faire avancer la paix. Ils ont fait énormément pour l'accueil des immigrants. Donc, je pense que les femmes en politique peuvent apporter autre chose dans la mesure où elles osent être fidèles aux valeurs qu'on a traditionnellement dévolues aux femmes. Les hommes peuvent faire exactement la même chose, parce que ces valeurs, on n'en a pas le monopole. Mais simplement, pour les femmes, c'est plus facile. Donc, qu'elles ne cherchent pas trop à être des hommes politiques comme les autres. Plutôt qu'elles incitent les hommes à être des femmes comme les autres. Emmanuel Dubuis, ça vous parle, ça, ce que vient de dire Gabrielle Lanchaine? Surtout les derniers mots. Mais après, pour moi, c'est surtout une forme de complémentarité qu'on doit s'apporter. On a des bonnes choses chez les hommes, des bonnes choses chez les femmes, et je pense que plus on les partage, plus on les mettra ensemble, plus on avancera aussi dans cette égalité. Et pour moi, c'est le point. C'est quand même la complémentarité. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade dans la salle, peut-être? Si vous voulez, conséquences, peut-être table par table. Pas de questions encore. On a un petit peu d'avance sur l'horaire. Une question de Denise. Denise, je viens te voir avec le micro. Que ne ferais-je point pour toi? Tu as vu? Voilà, donc on doit meubler, comme on dit dans le métier, parce que voilà, ça semble long pour traverser la salle. Voilà, Denise Betchoff, je vous passe.
Merci, je te fais travailler. Oui, j'aurais une question, surtout pour Mme Nanchen. Effectivement, c'est utile de rappeler l'histoire du combat pour le droit de vote en Suisse et le fait qu'on l'a seulement acquis en 71. Et je vous entends toutes les deux, Mme Dubuis et Mme Nanchen, parler du fait que les femmes manquent de confiance, qu'elles ne se sentent pas légitimes. Est-ce que ce droit de vote qu'on a finalement acquis en 1971, est-ce que ça a aidé à ce que les femmes se sentent plus légitimes, à s'exprimer, à participer pleinement à la vie politique? Merci. Question difficile. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Mais depuis la nuit des temps, les femmes ont appris qu'elles étaient inférieures, que leur rôle était à la maison, que l'espace public était réservé aux hommes, que les femmes se taisent dans les assemblées, a dit Saint Paul. Donc, c'est des choses qui marquent. Et alors, il faudra très longtemps, peut-être encore une ou deux générations, jusqu'à ce qu'elles se sentent vraiment citoyennes à part entière, citoyennes et politiciennes à part entière. J'ai l'impression que les femmes scandinaves n'ont pas ce complexe, ou ont moins ce complexe. Bon, il faudrait étudier les choses de près. Et je pense qu'en depuis plusieurs générations, les choses sont comme ça. Les femmes ont leur place au même titre que les hommes dans toutes les sphères de la société. Je pense qu'à ce moment-là, on acquiert la confiance en soi. Je crois que pour ça, comme pour tout le reste, il faut être très patient. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors allez-y, posez peut-être la question, comme ça je pense que ça va poser aussi, ça va passer son micro. La conscience politique et la conscience professionnelle, ça va ensemble, c'est différent. Comment vous intégrez la conscience professionnelle et encore la conscience politique? Est-ce que pour vous c'est la même chose? C'est une question pas facile, hein, si j'ose dire. Si vous pouvez repréciser peut-être la question, parce que là c'est vrai que j'ai un peu de peine à... Des fois on dit la politique c'est un métier. Ouais. C'est quand même pas un métier comme les autres, c'est pas vraiment un métier commun. Donc comment, de votre point de vue, c'est une question de conscience à quelque part, parce qu'on soigne ses idéaux. Donc comment vous intégrez vos notions et qu'est-ce que c'est le plus important pour vous de la conscience? Alors, je dirais que tout ce qu'on fait, en tout cas tout ce que j'essaie de faire, je le fais en conscience. Conscience professionnelle, c'est certain. Puis je dirais que la politique, c'est un prolongement pour moi de ma carrière professionnelle et l'opportunité aussi de me rapprocher de mes valeurs. Ils sont peut-être parfois pas tout à fait les mêmes que chez un employeur, en fait. Et en fait, encore plus, d'essayer de travailler pour rapprocher en fait ces valeurs et ces mondes qui sont différents, pour moi quand même. Et quand vous travaillez, vous pensez travail professionnel, travail politique, comment vous intégrez votre rapport au monde professionnel dans la politique? Alors, je dirais que j'apporte mon expérience, en quelque sorte, que j'ai eue, que ça soit en dehors du monde professionnel, mais surtout aussi professionnel, parce que je dirais que c'est quand même mon expérience professionnelle qui m'a portée vers la politique et qui m'a fait remarquer qu'il y avait quand même des choses à faire, en fait. Donc voilà, c'est plus un apport d'un à l'autre, mais je dirais que tous les deux sont complémentaires. Parce que le fait d'arriver en politique peut être quelque chose de nouveau pour moi, où on m'a donné en fait la carte avec des compétences que j'avais, mais qui n'étaient peut-être pas forcément reconnues dans le monde professionnel. Et je dirais que ça m'a fait un équilibre et un complément en fait dans les deux. Mais je pense que les deux sont quand même liés, mais qu'on ne doit pas tout mélanger non plus. Enfin, c'est compliqué quand même à expliquer. C'est pas évident. Posez peut-être autrement la question, Gabrielle Lanchen, puis après on passera à l'autre table. Est-ce qu'on peut sacrifier ces idéaux, ces idées finalement pour une élection? J'imagine déjà votre réponse, mais... Merci d'imaginer. C'est évident que non, pas pour une élection et pas non plus au cours du mandat. Je crois, j'aime beaucoup le terme de valeur que vous avez utilisé. Je crois qu'avoir des références éthiques qui restent les mêmes, quel que soit son parcours, quelle que soit son activité, c'est fondamental. Et alors, c'est vrai que parfois, en politique, nos valeurs peuvent entrer un peu en contradiction avec celles du parti, par exemple. Et on est face à des choix qu'il faut assumer, au risque parfois de déplaire. Et ce que ma carrière politique brève m'a quand même appris, c'est
l'importance d'être fidèle à moi-même et l'importance d'accepter de ne pas être aimé. C'est dur en politique, hein, parce qu'on a besoin d'être aimé. Hein. L'amour des électeurs se manifeste par des voix. Mais tant pis, parfois il faut prendre le risque. Et je crois que c'est cette cohérence politique qui fait les grandes dames politiques et les grands hommes politiques. On va terminer sur ces paroles. Je vous laisse applaudir. Gabrielle Lanchaine, Emmanuel Dubuis. Merci beaucoup, mesdames. Voilà, et on est bon au niveau timing, 20 minutes pile. Donc on va continuer table ronde économique et j'appelle donc à me rejoindre sur scène Eliane Gaspo et Morgane Pfefferley. Alors en attendant que vous vous installiez, je vous présente Eliane Gaspo, responsable des ressources humaines à la BCV, et puis Morgane Pfefferley à la tête de l'entreprise Travelize, on dit comme ça, hein, je crois, à l'anglaise. C'est juste. Vous proposez des voyages surprises en ligne et on a parlé de vous dans les médias dernièrement. Vous avez intégré le comité de la Foire du Valais. Voilà, pour être complet. C'est juste également. Alors, Eliane Gaspo, je commence avec vous. Racontez-nous votre parcours. Alors, on le dit, on le dira encore cette soirée, peu de femmes à des postes de cadre en Valais, en Suisse. C'est vrai aussi, on donnera quelques chiffres. Comment on arrive à la tête des ressources humaines de la BCV ? Alors, j'ai envie de citer 2 facteurs qui ont joué un très grand rôle dans mon parcours. L'un très beau et magnifique et l'autre plutôt triste, mais certainement révélateur de nombreuses situations des femmes. Le premier, c'est que j'avais un père qui avait une très belle confiance en lui et qui l'a transmise à ses enfants. On est ses enfants, on ne pouvait être que des gens bien. Et c'est un cadeau qui est magnifique pour la vie. Cette confiance de se dire, mais il n'y a pas de raison que moi je ne puisse pas faire ceci, il n'y a pas de raison que je ne trouve pas la solution. Le deuxième facteur, qui lui est plutôt triste, et certainement le facteur, c'est qu'à 31 ans, la médecine nous dit, monsieur, dame, tournez la page, vous n'aurez jamais d'enfant. J'occupais alors un poste de responsable apprenti dans une banque à Genève. Je vais chez mon chef, Maxime Morand, très connu, et d'ailleurs un chef merveilleux. Et je lui dis, écoute, voilà, c'est terrifiant pour moi parce que la valeur enfant, elle est extrêmement importante. Là, au moins, pour que je ne déprime pas, il faut que j'avance. Et là, le hasard a bien fait les choses. J'ai fait tout d'un coup, 2 pas d'un coup. J'ai jamais été gestionnaire RH et j'ai tout de suite été DRH à 32 ans. Et à 34 ans, j'ai été DRH de la Banque cantonale du Valais. J'ai commencé le 1er novembre. Et fin décembre, j'attendais naturellement Valentin. Elle est belle, l'histoire. Mais elle est très révélatrice quand même que finalement, le fait d'avoir des enfants dans la trentaine, aujourd'hui, je me dis peut-être que je n'aurais jamais été DRH si les enfants étaient venus au moment où j'avais décidé. Alors, la relance du journaliste, c'est la suivante. Je vous l'ai posée au téléphone quand on a préparé la soirée. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, c'est plus ou moins facile d'être une femme pour occuper des postes, enfin des fonctions importantes dans le domaine de l'économie? On m'a dit oui, c'est plus facile. Je fais cette réponse quitte à m'attirer les foudres des féministes. Alors allez-y, développez. Pourquoi c'est plus facile? Pour moi, c'est dans le monde économique. Aujourd'hui, tous les patrons dignes de ce nom, peut-être faut-il le préciser, savent et ont conscience, et il y a des preuves statistiques qui le démontrent, que les entreprises avec un taux de représentation féminine réussissent mieux. C'est l'objectif majeur de tous les patrons d'augmenter la représentativité féminine. C'est notre objectif à la BCV, mais on n'y arrive pas. C'est extrêmement difficile. Donc je veux dire, à candidature égale entre un homme et une femme, la femme est prise avant. Donc c'est une aubaine. Mais il faut y croire. Et il faut se battre pour. Il faut se battre pour. Pas juste postuler une fois, ah mais on m'a dit non, et puis finalement je ne reviens pas. On va creuser ça après. Pourquoi justement il n'y a pas plus de femmes malgré tout ce que vous nous dites dans les postes de cadre en Valais, ailleurs en Suisse également? Morgane Pfefferley, un mot aussi sur Travelize. Vous êtes aussi là pour vendre votre entreprise. De quoi s'agit-il? Vous avez 30 secondes. Alors, bonsoir à tous. Donc nous, on organise des voyages surprises où vous découvrez la destination à l'aéroport. Donc vous nous donnez vos critères, on organise votre voyage et puis vous découvrez tout à l'aéroport et vous vivez votre voyage comme une surprise. Voilà. Après, si je suis là ce soir, c'est surtout pour remercier mes aînés du travail qui a été fait, puisque dans mon parcours, je n'ai jusqu'à maintenant jamais eu à faire face à une quelconque discrimination de la part d'hommes où je me suis sentie en disant finalement j'aimerais bien créer cette entreprise, mais je suis une femme, donc peut-être qu'on va remettre ça à quelqu'un d'autre. Alors on a 2 discours quand même qui s'éloignent pas mal de ce que moi j'entends, de ce qu'on entend à longueur d'année en disant que c'est difficile. On prend des chiffres aussi à ce stade. Bon, c'est pas top non plus les chiffres, je les donne quand même, mais bon. 17% de femmes dans les conseils d'administration en Suisse,
8% à la tête de ces conseils d'administration. Au niveau des directions, c'est un quart de femmes qui dirigent les entreprises. Alors, moi, j'entends ce que vous me dites, c'est plus facile ou c'est pas plus compliqué pour une femme, et à l'arrivée, elles n'y sont pas. Pourquoi? La faute aux femmes aussi, peut-être? Alors, je ne pense pas qu'il faut parler de faute. On va revenir à des points qui ont déjà été mentionnés dans le débat précédent. La femme se pose beaucoup de questions. Elle est très méticuleuse, elle est très consciencieuse. Elle va regarder une annonce, compétences orales en allemand. Oh, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Je ne postule pas. Ça, c'est un facteur. Donc la femme doit répondre à tous les critères déjà pour postuler. Voilà, elle va être... Selon elle, en tout cas. Mais on en a parlé tout à l'heure. Elle sera très sérieuse, très consciencieuse. Et à un moment donné, c'est clair qu'elle devra peut-être se faire plus confiance et dire, vous avez donné des exemples tout à l'heure, mais j'y vais, j'essaye, je perds quoi? Rien. Et ensuite, on verra, voilà l'exemple de Madame Nanchen, elle ne croyait pas être élue, et puis finalement, elle a été élue, puis elle a réussi à s'occuper très bien de ses enfants. Mais c'est vrai que c'est un sacré défi. À la Banque cantonale du Valais, à compétences égales, est-ce qu'on choisit la femme? Oui. Systématiquement? Oui. Et comment on justifie ça auprès de l'homme? Malheureusement, dans les postes de management, j'ai extrêmement rarement des candidatures féminines. Je vous donne un exemple. Une fois où j'avais 3 candidats, une femme et 2 hommes, qui étaient des candidats internes qu'on connaissait bien, seule la femme avait une chance d'obtenir ce job. Le job avait évolué un tout petit peu sur un critère. On le lui a expliqué durant l'entretien. « Ah, mais je ne vais pas vous faire perdre de temps. Moi, ça, je n'ai pas envie. Je retire ma candidature. » Mais jamais un homme vous dira ça. Les hommes, à la limite, pas de problème. Je maîtrise tous les facteurs, alors qu'on lui avait dit 3 ans avant qu'il n'avait pas le profil de manager. Il revient 3 ans après, pas de problème. Ça marche. Il n'a pas plus la place 3 ans après, rassurez-nous. Non, il n'a pas eu sa place. On est bien d'accord, heureusement. Ouf. Je mets aussi un peu de vécu dans ce genre d'animation. Donc, je suis amené de temps en temps à engager des journalistes et des journalistes. 47%, je vois Daniel, tu es là, on travaille à Canal 9, 47% de femmes. Il faut faire encore un petit effort à la rédaction de Canal 9. Quand on auditionne une femme journaliste, la question du salaire ne vient jamais sur la table. Elle veut juste être engagée. Quand on auditionne un mec, ça vient au bout de 30 secondes. Combien vous allez me payer? Dit autrement, Morgane Fefrellet, est-ce que les femmes, les jeunes femmes, doivent peut-être mieux savoir se vendre et ne pas avoir peur lorsqu'elles sont devant un patron potentiel? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que vous avez dit quelque chose qui est extrêmement important, il faut y croire. Le micro, il doit être... Je crois que ça marche, non? Ou bien? Ouais. Allez-y. Il faut y croire. Ça doit jouer. Il est allumé. Ça joue. Ah, là, il est allumé. Donc voilà, oui, je disais, il faut y croire. Et je pense que c'est peut-être aussi, on en a parlé avant, ça prend du temps de mettre ça en place. Peut-être pour les hommes, c'est devenu quelque chose de naturel, puisqu'ils ne se sont jamais posé la question, est-ce qu'ils étaient égaux ou non. Nous, dans notre environnement, on en a entendu parler, même si personnellement, je n'ai pas été confrontée à ça. Je l'entends et je suis là aussi ce soir. Donc ça me fait me poser des questions aussi, en me disant, mais je suis beaucoup plus en alerte, en me disant, ah, mais est-ce que ça, ce serait de la discrimination ou pas? Ce genre de choses. Et je pense qu'une femme va être, pour l'instant en tout cas, à notre époque, soumise à ça, à ce genre de questionnement, de remarques, de débats. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle va avoir ces doutes. Donc, à mon sens, ça doit être un changement de mentalité, mais qui doit venir de l'intérieur de nous aussi. Il faut que ce soit quelque chose de tout à fait normal et qu'on ne se pose pas la question avant de postuler parce qu'on est une femme ou parce qu'on a un homme. Eliane Gaspo, je vous entends, mais comment on change ces mentalités? Apparemment, avec les nouvelles générations, ça change assez peu. Je ne sais pas. J'aime bien donner un petit exemple, comme donne mon fils Valentin, qui a 22 ans. Il me dit, maman, tu es HS. Aujourd'hui, c'est les filles qui nous draguent. Je trouve ça le meilleur indicateur. Vous vous rendez compte, nous, notre génération, on n'allait pas se permettre de draguer un homme, on allait traiter, je ne vais pas exprimer les mots. Aujourd'hui, elles prennent l'initiative. Donc, elles ne se positionnent pas en subordonnée ou en attendant que monsieur veuille bien faire des avances. C'est un détail, mais ça montre un positionnement de ces jeunes femmes qui est très intéressant. Par contre, il faut qu'elles fassent attention le jour où elles se mettent en ménage et qu'elles ne se mettent pas à dire « Non, mais attends, l'aspirateur, je passe moi, je vois que j'arrive mieux. »
On s'en fiche si monsieur n'a pas passé l'aspirateur derrière et je passerai un moment où il n'est pas là si vraiment ça me dérange. Mais pas commencer ce genre de choses, parce que sinon c'est fini. Et après coup, bien sûr que je dois tout faire. Monsieur sort, va voir les copains, et puis moi je dois tout faire à la maison. Je voulais rajouter quelque chose, mais Sandra Jean m'a lancé un regard noir, donc je n'ai pas rebondi sur l'aspirateur et je ne dirai rien là-dessus. L'histoire des quotas aussi, on parle beaucoup de quotas pour les femmes au poste cadre. Il y a une révision de la loi, je crois, sur les sociétés anonymes hein, qui demande des quotas. Est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens-là ? De nouveau, fixer des quotas, mais si personne ne postule derrière, voilà, comme vous avez dit, il faut encore trouver les bonnes personnes. Moi, personnellement, si on me fixait des quotas en me disant tu dois avoir un certain pourcentage de femmes dans ton entreprise ou d'hommes, ça m'embêterait. En tant qu'entrepreneur, en tant que patronne, j'ai envie d'être libre de choisir les profils que je veux. Après, c'est clair qu'il faut s'assurer que les personnes qui sont aux commandes fassent les bons choix et ne choisissent pas, voilà, par rapport au type de personnes, simplement sur les compétences. C'est une question qui est un petit peu ardue, mais je pense que, en tous les cas, fixer des quotas, si les mentalités des femmes n'ont pas changé et si elles n'acceptent pas, et si elles n'y croient pas, ça ne servira pas à grand-chose. Eliane Gaspo, si ça ne marche pas autrement, finalement, pourquoi ne pas essayer les quotas ? D'autres pays l'ont fait. Hein. Moi, personnellement, je ne voudrais pas être Madame Quota. Ah, ça, je vous crois sur parole. Et j'adhère tout à fait à ce que vous dites. On doit, je pense, plus coacher, aider les femmes, peut-être même à les entraîner. Comment est-ce que, finalement, je me vends ? Comment est-ce que... typique, j'ai une situation qui date de pas très longtemps. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la différence de fonctionnement entre les hommes et les femmes. Et ça, je ne crois pas qu'on va changer. Nous sommes différents et heureusement, c'est cette complémentarité qui est intéressante. Mais c'est vrai que si je suis une femme plutôt douce, et puis qu'en face de moi, j'ai un homme autoritaire qui abuse de son pouvoir et qui m'humilie par la parole, comment est-ce que je réagis ? Je dois m'entraîner. Comment je réagis ? Quelle est la phrase que je dis dans ces situations pour pas me laisser déstabiliser ? Et d'aspirer qu'il n'y ait plus des hommes qui se fonctionnent de cette manière-là ou un peu trop macho, ça c'est du rêve. Mais me former moi et puis me consolider, non, c'est pas du rêve. Mot de la fin peut-être, et s'il y a des questions, on va faire comme sur la table ronde précédente, donc j'arrive tout de suite. Un mot de la fin peut-être avant les questions. Il y a des femmes, des jeunes femmes dans la salle qui hésitent à se lancer, à prendre des responsabilités dans une entreprise. 30 secondes chacun, qu'est-ce qu'on peut leur dire sous la forme de la synthèse ? Allez-y, tout simplement, allez-y. Et le fait que vous soyez une femme ne doit jamais mettre une barrière à ça. Il y a tellement d'autres questions, la rentabilité de l'entreprise, les processus, enfin, tellement de choses beaucoup plus importantes à régler. Et sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment de la chance grâce au travail de nos aînés et il faut leur faire honneur, tout simplement. Parce que ce qui a été fait avant n'a pas été fait pour rien. Donc allons-y et profitons de la chance qu'on a. Eliane Gaspo, et puis moi pendant ce temps je descends dans la salle. Aujourd'hui, on a les statistiques qui démontrent qu'on a un plus grand nombre de femmes qui ont un niveau de formation supérieur. Mais tout simplement, et les hommes, ils n'ont jamais oublié que dans la grande majorité des classes, les premières de classe étaient des filles. Donc elles n'ont rien à prouver. Elles sont très compétentes, elles doivent juste montrer. C'est tout. Alors, question. Moi, c'est pas tellement une question, bonsoir. C'est plutôt une réflexion qui manque ici par rapport à votre débat. C'est justement le fait que les femmes doivent plus ou moins travailler à temps partiel dans leur carrière et que, jusqu'à présent, je ne sais pas comment ça se passe maintenant à la BCV, mais les hommes n'étaient pas encouragés à travailler à temps partiel. J'ai des expériences que je ne citerai pas ici de collègues de travail qui, à l'époque, avaient fait une demande pour travailler à temps partiel qui était extrêmement... pas mal vue, mais enfin, c'était surprenant. Donc, une des personnes était mon voisin à l'époque. Et je veux dire, il y a ce phénomène-là qui fait que quand une femme a une famille, la carrière devient un petit peu à mettre entre parenthèses. Donc, je pense que c'est quand même important de souligner ce fait de dire les femmes, oui, elles peuvent, même si elles ont envie, à un moment donné, elles ont un choix à faire entre leur famille et leur carrière. Et puis ce choix, il est vraiment ardu. Je dirais, il n'est pas facile à choisir. Une autre réflexion que je voudrais ramener ici aussi, c'est le phénomène de réseautage. C'est que les hommes ont un phénomène de réseau que nous, les femmes, ne savons pas exploiter. En fait, on ne fait pas l'armée, donc on n'arrive pas non plus à coopter les copines. Et c'est peut-être un élément aussi qui nous échappe dans notre carrière professionnelle. Donc tout n'est pas si simple quand même.
vous êtes deux exemples magnifiques, je veux dire, de femmes ayant réussi, mais je veux dire, dans la moyenne de mes copines à moi et de ma génération à moi, ces choses-là ont été quand même compliquées et ont quand même posé des barrières importantes dans leur vie de femme. Donc, malgré une formation supérieure, ça n'empêche pas que les enfants, tout d'un coup, dans une carrière professionnelle, ça devienne un handicap. Sans parler de toutes les autres barrières qui sont liées à une vie de mère de famille. Voilà. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'une vie de mère de famille, ça peut être aussi une carrière professionnelle. Je veux dire, les femmes qui élèvent leurs enfants et qui gèrent leur famille pourraient aussi être valorisées à tous les points de vue. Eliane Gaston, pour synthétiser, vous êtes une exception. Il y a plein de femmes qui ont plein de barrières. Non, mais les points que tu relèves sont tout à fait justes. D'ailleurs, un des points clés, on en a déjà parlé tout à l'heure, de mesure, c'est de favoriser qu'il y ait justement le temps partiel pour les hommes, que dans la culture, ça puisse se faire, parce que je te rejoins, pour des managers de mon âge et plus âgés, si un subordonné masculin vient demander un temps partiel, honnêtement, il le regarde avec des yeux gros comme ça, en se disant « mais moi, je ne pensais pas que tu étais, excusez-moi le terme, un glandeur ». Alors qu'une femme, oh, mais c'est normal, elle doit s'occuper de ses enfants. C'est une inégalité dans l'autre sens. Et eux, ils devraient aussi revendiquer. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus quand même de jeunes hommes qui demandent du 80% et qui seront demain des futurs managers. Et là, j'y crois. Mais tu as raison que ça va prendre encore du temps pour que tout ceci s'adapte. Et on citait tout à l'heure les exemples des pays nordiques. Et là, je crois qu'on a encore un grand bout de chemin à faire sur ce plan-là, bien entendu. On parlera du cas des hommes dans la table ronde finale. Sandra. Oui, juste une question par rapport à l'exemple que vous avez cité tout à l'heure. Quelle est la responsabilité de l'employeur ? En l'occurrence, cette femme qui était visiblement très compétente, elle doute sur un des aspects qui survient lors de l'entretien. Quelle est la responsabilité de l'entrepreneur, du patron, pour l'encourager et la stimuler ? Et de manière plus large aussi, qui répond peut-être à la remarque de madame, la responsabilité d'organiser un monde du travail autrement. Il y a plein de réflexions, il y a plein d'initiatives qui aujourd'hui ont lieu et j'ai l'impression qu'on a toujours une manière très traditionnelle de penser le travail. Alors vous avez raison, d'ailleurs à ce moment-là était présent le chef N+2 de cette personne et moi-même. On a arrêté l'entretien et on a essayé un quart d'heure de lui dire « mais tu rigoles, on te connaît, on sait que tu es compétente. Ah non, mais moi ça j'ai pas envie ». Pour la deuxième question, ça tombe justement bien. Donc c'est vrai qu'au sein de l'entreprise, vu qu'on a la volonté, on a la vision, mais qu'on n'atteint pas les objectifs, on a décidé d'organiser un workshop pour des femmes qui, par hasard, et c'est un vrai hasard, aura lieu le 13 juin le matin, avec une trentaine de femmes de l'entreprise qui viennent travailler avec Madame Ségolène Chavannes d'Artemia sur que doit modifier l'entreprise pour faire de cette entreprise une entreprise basée sur des valeurs plus féminines. Parce que vous avez raison, nos grandes entreprises ont toutes été construites sur des valeurs masculines. Et il y a des modes de fonctionnement, l'apéro à la fin d'une séance, où on oublie d'inviter la femme, des petites choses de ce type-là. C'est tout à fait juste. Alors, une question de Marcel Bonnet-Terreta, puis après on passe à la table au troisième duo, pardon. Bonsoir. Moi, je voudrais juste avoir une réflexion sur les quotas. On a toujours l'impression que les quotas défavorisent les personnes, alors qu'on a un pays et un canton de quotas. Moi, j'ai jamais entendu un Haut-Valaisan qui a été nommé parce qu'il était Haut-Valaisan dire « je ne voudrais pas être un homme de quota ou une femme de quota parce qu'il est nommé, parce qu'il est Haut-Valaisan ». Pourquoi est-ce que, quand c'est les femmes, on a cette réflexion de dire « ça dévalorise ». Merci pour cette question. Je pense que la question est délicate de toute façon. Dévaloriser, moi je n'entendais pas forcément dévaloriser par le quota, c'est simplement priver d'une certaine liberté et devoir engager certaines personnes, non pas à cause de leurs compétences, mais sur d'autres critères qui sont finalement qui ne doivent pas être. Engager quelqu'un parce que c'est une femme, engager quelqu'un parce que c'est un homme et puis parce qu'il nous manque des hommes dans l'entreprise, à mon sens, ça n'a pas de sens pour qu'une vie d'entreprise soit saine. C'est simplement dans cette réflexion-là. Et je pense que ça peut mettre des barrières qui seront délicates, tout simplement. Et peut-être pour compléter, vous le disiez tout à l'heure, le problème numéro 1, c'est le fait que les femmes ne soient pas forcément présentes au portillon. Et je trouve que c'est plus important de travailler sur le fait qu'elles soient présentes, qu'on a dit tout à l'heure, d'améliorer aussi les prestations pour les papas et ce genre d'éléments avant de vouloir absolument mettre des quotas. Mais c'est vrai que vous avez raison, les Haut-Valaisans, ils ne se sentent pas défavorisés, mais bon, c'est des hommes.
dans la plupart des cas, effectivement. On vous applaudit. Merci beaucoup, Eliane Gaspo, Morgane Pfefferlé. Et on va passer à notre troisième table ronde avec Liliane Varone et Sandra Jean. Alors Liliane, je te laisse prendre place, au milieu de la place, Sandra également. Alors, Liliane Varone, ancienne journaliste aux Nouvelles-Listes, à la Tribune de Lausanne ou encore à la Radio Suisse Romande. Il faut qu'il rappelle un peu le Nouvelliste. À l'époque. Voilà, on va en parler du Nouvelliste. Hein. Et à la TSR également. Et puis Sandra Jean, directrice des éditions du Nouvelliste. C'est juste, c'est pas tout à fait juste, mais c'est plus compliqué que ça. Mais ça y ressemble. Hein. C'est directrice des rédactions, mais enfin tout va bien. Voilà, des rédactions anciennes de, on s'en souvient pas forcément. Du matin aussi. Du matin, qui sont chefs. Puis beaucoup plus loin, il y avait Radio Rhône, qui s'appelait encore Radio Rhône à l'époque. Oui, mais alors ça c'est vraiment voilà. très loin. On y a travaillé ensemble, c'est voilà, très loin. Il y avait la Radio Suisse Romande. Et puis la Radio Suisse Romande également. Alors Liliane Varone, on a 20 minutes. Ça va être compliqué. Je pense aussi, parce que contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi, je me suis jamais gênée. Alors, on va essayer de synthétiser tout ça et d'être synthétique. Parce que alors, sinon, j'aurais été bouffée. Voilà. Liliane ne m'écoute déjà pas, donc ça sera assez compliqué. Donc, à 20 ans, vous entrez à la rédaction du Nouvelliste. Première question, une femme journaliste à l'époque. Vous étiez un peu la seule, c'est juste ? Il n'y en avait pas d'autres ? Non, il n'y en avait pas d'autres, mais surtout, bon, il y en avait, mais qui étaient confinés à la rubrique tricot. Et les plus doués, éventuellement, faisaient de la culture. Voilà. C'était ce qui était réservé aux femmes. C'était, par exemple, Françoise Depreux qui animait une rubrique culturelle. Mais en tout cas, pas dans l'information et surtout pas dans la politique, dans l'économie, tout ça, ça n'existait pas. En Valais. Dans le canton de Vaud, il y avait la sœur de M. Chevalat, qui était déjà journaliste à 24 ans. Je parle du Valais. Hein. Et comment ça se passe, une seule femme dans une rédaction ? Ça doit être terrible. Ça doit être terrible, cette histoire, non ? Mais non, alors écoutez, je vais surprendre tout le monde. C'était magnifique au Nouvelliste à l'époque, parce qu'il y avait encore la feuille d'avis du Valais. Là, je suis en train de vous parler carrément d'une époque qui concerne les dinosaures. Hein. Mais alors, il n'avait pas la puissance qu'il a acquis à partir de 1967, au moment où André Lusier a pu racheter la feuille d'avis du Valais, et où il est devenu le seigneur que l'on a connu et qui s'est montré extrêmement puissant et avec toutes les qualités et tous les défauts que ça suppose. Alors, à ce moment-là, moi, je reconnais les choses, puis vous en parlez, c'est lui qui m'a inculqué la passion du métier, parce que c'était un type passionné. Et puis, il m'a laissé vraiment agir, et je peux vous dire qu'en 1964, donc presque 20 ans après, et André Lusier a combattu le suffrage féminin, ça tu te rappelles bien, Gabriel, jusqu'à la veille du vote, hein, avec des arguments d'ailleurs complètement, ça allait doubler le Grand Conseil, des trucs ahurissants. En 1964, j'ai publié dans le Nouvelliste une page en faveur du suffrage féminin. Il m'a laissé publier ça, c'était l'interview des plus anciens de Renée de Sépibus, qui était une des pionnières, vraiment ce qu'on appelait une suffragette à l'époque. Et j'avais publié ça, et on m'avait laissé publier. Et j'avais déjà fait aussi égratigner des personnages. Et j'ai quitté le Nouvelliste, je le précise, Sandra, pas parce que je me suis engueulée avec André Lusier. Il a essayé une fois, mais j'ai crié plus fort que lui, il n'a plus recommencé. Mais vraiment, disons, à 23 ans, je bouclais le journal. J'avais un poste de secrétaire de rédaction, je faisais tout. Et ça, ça a été un apprentissage fabuleux pour l'époque, en faisant les cours de journalisme à Lausanne, parce que moi, je n'ai pas été à l'université. Alors, j'ai simplement une matu et c'est tout. Voilà, vous avez répondu à toutes les questions que ça, j'avais pour vous ce soir. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais passer la parole à Sandra, après je reviendrai. Non, mais voilà, disons, le début est là, et après c'est le matin, et c'est là que les ennuis ont commencé. Voilà, alors on en parlera après, effectivement. Sandra Jean, aujourd'hui, alors une femme dans les médias, que ce soit au Nouvelliste, dans d'autres médias, il y en a. Hein. Alors les chiffres nous disent 30%.
Je sais pas, la rédaction du Nouvelliste, vous avez des chiffres un peu plus précis que celui-là, Alors, peut-être? c'est pas tout à fait de la parité, mais il y a aussi le reliquat d'années. Où il y avait plutôt parce des que ça fait que 5 ans que Vincent Franière et moi-même avons repris la rédaction du Nouvelliste. Mais sur les 15 engagements que nous avons faits, ces 5 dernières années, la moitié sont des femmes. Et des jeunes femmes extrêmement talentueuses. Voilà. Ça, c'est pour les femmes. On s'est retrouvés il y a 2 ou 3 mois à une réunion. C'était une première de rédactrices et de rédacteurs en chef de Suisse romande. Alors moi, j'ai compté parce que là, j'ai été surpris. Il y avait 37 personnes, 34 rédacteurs en chef et seulement 3 femmes. Et l'une des 3 a démissionné, Mireille Zaki, qui a démissionné depuis lors. Donc pourquoi ça devient un monde de femmes, mais pas au niveau des postes à responsabilité? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Absolument pas. Ce sont des postes, donc je n'ai pas la réponse. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a relativement peu de médias. Chaque canton a un journal, voire une télévision, voire une radio. Et ça veut dire que les postes sont très chers. Et ce sont des postes qui sont occupés pendant de longues années, 5-10 ans en moyenne. Et de dire pourquoi... C'est vrai qu'il y a peu de femmes qui occupent des postes à responsabilité, que ce soit dans les rubriques importantes qui font de la politique, par exemple, ou en économie. Alors là, c'est le désert, morne-pleine. Et c'est vrai que les postes de rédactrice en chef... ça Mais je ne sais pas. Moi, je ne peux pas tout à fait répondre à cette question. C'est vrai que ça me désole parce que le nombre de réunions, de grémiums auxquels je fais partie, ce sont des hommes tout le temps. Et j'ai pris la mauvaise habitude de faire des photos sous la table pour montrer avec les chaussures que souvent je suis la seule femme. Et puis sinon, c'est des vestons, cravates. Mais enfin bon, la petite anecdote mise à part cela. Alors peut-être qu'on est la table des téméraires qui ne vont pas trop réfléchir puis foncer. Je ne sais pas. Je sais Des pas, contre-exemples, en tout cas, effectivement. Mais là, je suis alors, en ce qui concerne le poste de responsabilité, je suis complètement responsable de n'avoir pas, si vous voulez... Vous le gradez, je n'ai pas gradé. Parce que je voulais revenir en Valais, je m'ennuyais. À Lausanne, je disais, je vivais en exil. C'est clair que pour grimper, j'aurais dû rester à la radio. Et après, quand j'étais à la télévision, on m'a proposé des postes qui sont des tremplins et tout ça, mais moi, je ne voulais pas vivre à Genève. Temps présent, alors là, notamment, m'avez-vous dit, c'est juste. Oui, notamment, et c'est vrai aussi. Alors bon, alors ça, mais ça, je reconnais que c'est de ma faute. Puis moi, je trouvais que j'avais assez donné, que j'avais assez ramassé de coups. Alors j'essayais d'être, après à la télévision en Valais, là, c'était quand même plus calme, parce que c'est un média... j'ai dit que c'était comme une capote anglaise à l'époque. J'ai dit qu'on filtrait tout par rapport à l'exposition que j'avais eue au matin et même après à la radio. Ça, c'est clair. À la télévision, vous n'osez plus foncer à ce point. Donc, alors là, je suis entièrement responsable. Donc, je ne suis pas du tout aigrie parce que je ne suis pas devenue directrice de la TV. Non, j'ai choisi de retrouver ce beau pays. Pas de poste à responsabilité, mais enquêtrice, vous avez sorti de nombreuses affaires, on se souvient tous de l'affaire Savreau. Entre autres, et puis, oui. que vous disaient les hommes, ça c'est très intéressant aussi, écoutez bien, que vous disaient les hommes quand vous sortiez des affaires comme celle-ci? Moi, c'était assez terrible quand même ce que j'ai vécu. Parce que vous imaginez, à l'époque, en Valais, 24 ans, j'avais quand j'ai commencé à la tribune le matin, j'étais divorcée, alors déjà ça... J'élevais seule ma fille et puis j'avais le culot de sortir des affaires. Alors évidemment, à l'époque, il ne faut pas oublier ce que Sandra ou ce que disait, moi je couvrais le Grand Conseil, je n'avais pas le droit de vote. Alors à l'époque, je ne citerai pas son nom, le président du PDC de la petite Varonne ne va pas nous emmerder longtemps. Alors déjà... moi, je me sentais légitime, en parenthèse, parce que je n'ai jamais eu votre souci. Est-ce que parce que j'avais un papa qui m'a élevé à coups de pied au derrière, mais j'étais assez sûre de moi. Mais j'avais refusé de porter le nom de mon mari. Après, je divorce, et c'est là, je sors des scoops. Alors, à l'époque, une femme qui sort des scoops, c'est pas parce qu'elle a une vague qualité d'enquêtrice. Non, elle peut trouver ses scoops que sur l'oreiller. Alors, c'est absolument clair. J'avais des scoops parce que j'avais la cuisse hospitalière. Alors,
Et j'avais pas d'autre choix. Hein. Puis alors là, vous avez des anecdotes, mais c'est d'un grotesque. Tout le Conseil d'État y était. Enfin bref. Puis à l'époque, attention, hein, je peux vous dire que c'était pas des Adonis. Hein. Alors, il faut vivre ça. C'était tellement grotesque que moi, ça me faisait rigoler, si vous voulez. Mais mes parents, ils ont trouvé ça beaucoup moins drôle. Et puis j'avais une fille à qui on a dit à l'école, ta mère, c'est la honte du canton. Et puis vous avez les titres du Nouvelliste. Alors, parce que le grand tort, c'est de faire tout ça, pas dans le Nouvelliste, mais de le faire pour un journal étranger au canton. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ça. Et alors j'ai été traitée de toc, ça avait surpris Sandra à la une. Hein, j'avais toujours droit à la une, de menteuse, d'oiseaux qui salissaient son nid. Et tout. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'était jamais, vous pouvez reprendre les coupures que Romaine a sorties, parce que j'ai fait des conférences chez les jeunes filles du collège, là, dernièrement. Jamais sur les articles, sur les idées. Parce que vous imaginez bien que quand vous avez une telle pression, mais toutes les virgules étaient contrôlées, hein, tout était vérifié et tout ça. Et j'ai été attaquée, jamais eu de procès, on n'a jamais rien gagné. Mais quand vous avez une telle de pression, ça vous oblige à une telle rigueur. Donc, on n'attaquait jamais le contenu, mais toujours la personne. Et ça, on le faisait quand même parce que j'étais une femme, ça c'est clair. Ces procès, Sandra Jean, vous avez des femmes enquêtrices, je ne sais pas si on les appelle comme ça dans la presse écrite, Marie Parvet, Stéphanie Germanier, vous-même, on ne vous les fait plus ces procès. Non, alors heureusement, on est dans une autre époque, autre mœurs, et ce n'est plus du tout une question. En revanche, des attitudes avec des gens, lorsqu'on va les interviewer, je ne citerai pas un président d'un grand club de football qui, non connu de la rédaction, mais évidemment on ne sait pas de qui on parle, qui a certaines appelons-le Max, voilà, totalement déplacées quand il s'adresse à certaines femmes, mais avec des remarques vraiment déplacées, du style « dis donc, t'as des petits nénés, toi ?» Voilà, ce genre de choses. Donc, vous ne l'avez pas reconnu, hein. Non. Moi non plus. Voilà, je cherche. Et évidemment, ça ne sortira. Et puis bon, c'en est une, mais il y en a plein d'autres, hein, d'anecdotes comme celle-là. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que heureusement, on est dans une autre période. Je pense qu'il n'y a pas de différence hommes et femmes. Il y a des sensibilités, des envies de sujets et de traiter et d'aborder des sujets totalement différents. On a d'excellentes enquêtrices qui vont vraiment sur de la hard news, où il faut avoir les épaules solides parce qu'il y a des pressions énormes qu'on subit quand on sort des affaires. Mais elles sont là, elles sont formées, elles sont hyper compétentes. Et puis après, c'est une histoire d'attitude aussi vis-à-vis des gens. Quand on vient les voir, des fois, effectivement, ils sont étonnés d'avoir des petits bouts de femmes qui leur tiennent tête. Et puis, je trouve que ça passe très vite du moment qu'on arrive aussi à s'affirmer et puis à montrer le sérieux aussi de notre travail. Oui, c'est ce que j'ai fait. Pour finir, je suis quand même arrivée à changer les mentalités, mais après, c'est aussi des choses, c'est de l'anecdote. Mais enfin bon, après, tout le monde sait que pendant 39 ans, j'ai partagé la vie d'un politicien au Valaisan. Alors, je voulais quand même vous dire, c'est pas tout à fait la même chose au niveau des compétences. C'est pas une question de compétences. Je dis pas que tous les Valaisans sont incompétents ou quoi. Mais il y a un problème qui dépasse celui du quota. Pour répondre à Marcel, c'est un problème aussi quand même de cohésion, pour les défendre un petit peu. Mais même là, on ne s'est pas comporté avec moi comme un homme. Maintenant, on ne va pas demander à Marie Parvet qui est son compagnon, qui elle voit et tout ça. Et moi, à l'époque, parce qu'en plus, je ne sais pas si je suis un peu particulière, mais enfin, il était PDC, ce que je n'étais pas, hein, ça c'est sûr. Et alors, mais j'ai été traitée par le parti de ma famille ou ceux qui étaient proches, mais comme Laval, c'est la pire des traîtres. Je ne pense pas qu'on fait ça à une femme. Et j'ai eu une collègue, je peux citer son nom, parce que c'est une féministe et qu'elle l'a reconnue, mais Silette Créton, dans la salle des pas perdus, qui m'a dit... Mais c'est vrai ce qu'on raconte, que tu sors avec Peter Blotzer, qui n'était pas du tout un sectaire. J'ai dit oui. Elle m'a dit, je trouve ça avilissant.
Voilà. Alors, est-ce qu'un homme, on va regarder quelle est la couleur politique de sa femme et tout ça. C'est des choses qui n'entrent pas en ligne de compte. Et tout ça, je l'ai vécu. Alors moi, je suis contente maintenant que Sandra, que Marie Parvé, dont on dit que c'est la nouvelle Liliane Varron, je pensais, je suis fière, parce qu'elle est fabuleuse, ne connaissent plus ça. Mais moi, je l'ai connue, j'ai essuyé les plâtres. Et puis, je suis très contente parce que moi, j'ai l'impression d'avoir ouvert des portes. Maintenant, vous êtes là, vous vous imposez. Après moi, il y a eu des tas de... Et ça, c'est ma plus grande fierté. Parce que je n'ai pas l'impression toujours qu'en économie, ou que certaines femmes qui font partie d'écoles de conseil d'administration ouvrent les portes pour les autres. Là, je trouve qu'il n'y a pas une énorme solidarité. Moi, j'ai eu de la chance. Je trouve que maintenant, il y a eu en Valais une série de magnifiques journalistes, et ça, je suis très, très fière. Et je suis très fière qu'elles connaissent pas ce que j'ai connu, parce que bon, je ne suis pas aigrie, hein, mais je vous promets que c'était quand même assez dur certaines fois. Mais il y a, mis à part cela, une certaine solidarité. Moi, c'est Ariane Dayer qui m'a fait entrer au matin, que j'ai dirigé après pendant 5 ans. Donc, ça existe aussi. Et puis, je voulais revenir peut-être, retomber sur un élément dont vous parliez tout à l'heure, sur cette première ministre de la Nouvelle-Zélande. Aussi quelque chose qu'elle a dit, alors c'était peut-être hors contexte des attentats, mais elle parlait des questions qu'on pose, nous, en tant que journalistes, et vous, politiciennes ou femmes interpellées aussi par les médias, c'est de refuser de répondre à certaines questions. Quand on lui disait, au début, quand elle démarrait sa carrière de politicienne, en disant, mais comment allez-vous faire avec vos enfants et tout ça, en disant, je refuse de répondre à cette question, c'est pas un problème. Et je suis toujours très étonnée, et je sais l'importance, moi-même, j'ai un enfant, combien les femmes mettent ce point-là en avant lorsqu'elles se présentent en politique, lorsqu'elles se présentent dans des assemblées et autres. Et c'est souvent un des points qui revient. Oui, je commence par dire je suis maman. Oui, très bien, mais c'est pas un exploit. Et puis vous n'êtes pas là probablement pour ça. Et je trouve qu'il y a plusieurs choses qu'on ne doit pas laisser passer. Nous, en tant que journalistes, on doit être hyper vigilants dans la manière d'aborder les femmes. Pourquoi on dit dans un CV qu'elles sont grand-mères, qu'elles ont ci, qu'elles ont ça. Je crois qu'on l'a fait pour le PDC. J'étais très étonnée pour les assemblées générales, alors qu'on n'en parlait pas du tout. C'était pas du tout un critère qui revenait par rapport aux hommes. Donc nous, on a une Vous l'avez fait, vous? Oui. Le Nouvelliste, pourquoi ça? Mais c'était un élément. Moi, ça m'a marqué, moi. Tu te souviens? Le journaliste s'est fait engueuler, ouais, je me souviens, bien sûr. C'était pour le PDC. C'était pour le PDC, ouais. Voilà. Moi, ça m'a... Et c'est parce que, voilà, des fois, nous ne sommes pas vigilants. Tu as grondé le journaliste en question? La journaliste. La journaliste, tu l'as grondé? Oui, tu l'as grondé. Bon, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a une responsabilité. Elle les engueule beaucoup, je sais. Et puis, non, mais par ailleurs, et vous aussi, comme quand vous êtes interviewé aussi, vous avez une responsabilité de ne pas accepter certaines questions qu'on vous pose en disant j'estime que c'est pas relevant. Voilà. C'est vrai, mais c'est la même chose pour les hommes. Moi, je peux vous dire que tu as eu la fameuse histoire de l'enfant extra-muros, là, de Christophe Darbelé. Je lui ai envoyé un WhatsApp en lui disant « Mais arrête, boucle-la ! Arrête de donner des détails, tais-toi, réponds aux journalistes que tu es là pour parler de politique et puis pas de la méthode de Gino. » C'est lui qui a décidé. Hein. Alors, ça, c'est évident. C'est lui, Liliane, qui a décidé de parler, hein, quand même. Ouais, sous pression, peut-être, mais il a quand même... Sous pression, oui, mais après, il donnait des détails. On a passé d'une nuit à une semaine, à 15 jours. Non, mais attends, il fallait arrêter ce cirque. Liliane Varron, encore une question. Après, oui, mon cher. Une question à la salle aussi. Vous seriez heureuse de commencer aujourd'hui votre carrière de journaliste en 2019. Et quel genre de journaliste vous seriez? Écoutez, oui, je serais heureuse parce que... mais moi, je regrette rien. En parenthèse, je suis très heureuse dans ma vie actuelle parce que je préside la maîtrise de la cathédrale de Sion. J'en suis très fière. Et c'est quelque chose... Toutes les ficelles. Non, mais c'est quelque chose où je ne me voyais pas, où je ne m'attendais pas. Je me voyais partout sauf là. Puis je suis très heureuse d'être là. C'est un monde que je découvre, pas celui de la musique, mais le monde ecclésiastique. Et je suis très, très bien. Et oui, je recommencerai, mais
plus aussi durement. Ça m'a étonné, les jeunes filles du collège, là où j'étais il y a un mois, il y en a certaines qui disaient, Romaine, t'es là, mais comment vous avez supporté ça? Parce qu'on avait pris quelques coupures du Nouvelliste, Sandra, mais quand elle voyait ça, il y avait j'ai une manchette, Liliane Baron dépasse toutes les bornes, et il y avait tous les rédacteurs du Nouvelliste qui avaient signé un pamphlet contre moi, même les sportifs, et j'ai jamais écrit une ligne sur le sport. Donc je ne vais pas les embêter, ceux-là. Hein. Alors, comment vous avez supporté? Alors, parce que je suis un petit peu inconsciente, parce que je suis saviésane, Marie-Odile, elle le sait. Voilà, je suis solide peut-être, et puis parce que je savais pas faire autre chose, et puis que j'avais une fille à élever, voilà. Alors oui, je recommencerai, mais je trouve que ce qu'elles font elles, c'est super. Pour moi maintenant, ça serait le nirvana, mais je fais pas une offre, hein, Sandra. J'étais en train d'y penser, si vous vouliez venir comme chroniqueuse. Ça serait pas mal. J'imaginais aussi la chronique de Liliane. Quoi. Non. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Et après, on va réunir toutes ces dames et puis on finira par une petite table ronde. Ça va encore durer entre 20 et 25 minutes, je pense. Carole, alors je te fais passer parvenir le micro. Alors bonsoir à toutes. Carole Fourer, candidate au Conseil national. Alors, quand on regarde les pourcentages de femmes en politique, les pourcentages de femmes à poste à responsabilité et les pourcentages de femmes dans la presse, c'est dans la presse qu'il y en a le plus. Alors, quel conseil avez-vous à nous donner pour nous, les politiciennes, et puis toutes les femmes qui souhaiteraient avoir des postes à responsabilité? Arrêtez de vous poser ces questions. Moi, j'étais frappée, ça, de dire, je sais pas si j'ose et tout. Si j'avais fait ça, je sais pas où je serais. Hein. Mon père me disait que si tu bosses pas à l'école, tu iras travailler au Mont d'Or. Alors, je pense que je serais en train de travailler au Mont d'Or. Mais je sais tailler la vigne. Hein. C'est important de savoir tailler la vigne en Valais. Moi, j'ai pas de conseils à donner, mais effectivement, d'oser. Et puis de laisser la peur au vestiaire, parce qu'il y a un nombre de compétences que chacun et chacune a, et puis de se faire confiance, et puis de risquer, et puis d'oser ne pas tout maîtriser. Parce que je trouve que c'est un travers, et je vois que les têtes opinent, c'est un travers de des femmes souvent de tout vouloir maîtriser. La maison, effectivement, vous parliez tout à l'heure du nettoyage, parce que moi, je fais mieux que l'autre, du travail, d'avoir toutes les compétences et autres. Et je pense que voilà. Et puis l'autre chose, c'est d'être prêt ou prête, en l'occurrence, dans la communication, d'avoir un message qui est très clair, qui est aussi exercé. Vous parliez aussi des exercices qui peuvent se faire. Il y a plein de cours aujourd'hui qui sont mis en place, notamment par l'Office de l'égalité. Et ça s'apprend à prendre la parole. Mais je pense que vous faites de bon boulot et vous savez exactement ce que vous voulez de toute façon. Donc, pas trop de soucis pour vous. Hein. Merci. Non, c'est d'y aller, mais ça, c'est clair. Ouais. Et puis, malgré tout, les femmes, d'être un peu plus solidaires. Ouais, ça, je pense que ça manque aussi. Hein. D'ouvrir la voie. Et moi, j'ai l'impression que toutes les femmes n'ouvrent pas forcément la voie. Ouais. Je ne sais pas si c'est ouvert. C'est ouvert. Oui, merci Liliane Baron. Moi, je vous rencontre de temps en temps dans la rue et puis il y a une question qui m'a toujours interpellée. Donc, vous avez vécu l'avant droit de vote, l'après vote, et puis vous discutez actuellement avec des jeunes au collège à Sion. Et je voulais savoir si elles sont interpellées par justement le phénomène qui fait que on aurait pu s'attendre, lorsque les femmes ont obtenu le droit de vote, à plus de solidarité, plus de sororité, c'est-à-dire plus de soutien entre femmes. Et quel est votre point de vue sur le fait que ce n'est pas le cas? C'est-à-dire que le droit de vote des femmes n'a absolument rien changé au fait à la présence des femmes en politique, en fait. Oui, ça m'a déçue un peu, si vous voulez. Là, je ne vais pas être gentille avec Denise et ça. Moi, solidarité femmes, j'en faisais partie au début, et ma sœur était très militante là-dedans. Mais moi, j'ai dit non. Écoute, non, on a vu. Et ce qui m'avait frappé, c'est aussi des affaires anciennes. Quand Marie-Christine, non, c'est pas Marie-Christine, Anne-Christine était candidate, les femmes de droite, elles l'ont soutenue.
Mais quand vous aviez une femme de droite qui était candidate, les femmes de gauche ne la soutenaient pas. Ça je l'ai vécu, je l'ai vu. Hein. Je pense que là, effectivement, il y a trop de timidité. Puis on est très critiques les unes vis-à-vis des autres. Hein. Les mecs, ils disent pas, machin, il est mal habillé, il est moche, il a gna gna gna. Nous, on dit, mais t'as vu la coupe et tout, elle sait pas se tenir et tout. Il y a ça, c'est vrai, ça reste. Et les femmes, elles doivent, encore maintenant, je crois, prouver plus que les hommes, surtout en politique. Ça, c'est absolument clair. Alors, quand on parlait tout à l'heure de la tenue. Bon, en TV, il faut faire attention. C'est clair qu'il y a des trucs qui scintillent, ici, qui ça. Mais c'est aussi, c'est superficiel. Moi, je me rappelle, les trucs en TV, c'était quand vous essayez de dire quelque chose d'intelligent, puis le lendemain, on vous rencontre, puis on dit, t'avais un joli foulard, t'étais mal coiffé, c'est bon. Et puis, on se rappelle même plus le sujet. Alors, c'est embêtant, hein. Ça n'a pas changé, oui. Alors, ce côté-là, il faut que nous aussi, on arrive à dépasser. Parce que si on avait élu à l'époque Antoine Zuffré, Guy Genoux et tout sur leur façon de s'habiller, hein. Bon, j'avais une petite question. Bonsoir. Cette année d'élection, donc il y a quand même beaucoup de femmes en Valais qui se présentent, etc. Est-ce que, quand même, en tant que journaliste, est-ce qu'il y a, je sais pas, une volonté aussi de soutenir ces candidatures féminines? Parce que je pense qu'aussi, un des travaux à faire vraiment pour porter les femmes en politique, c'est aussi que les femmes journalistes les poussent aussi dans le dos. Ce qui se fait aussi beaucoup chez les femmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette solidarité entre hommes et où on va pousser les candidatures, on va en parler, on va vraiment faire des articles, montrer ce qui est bien. Ce que je vois moins côté femmes. Est-ce qu'il faudrait peut-être penser à une stratégie dans ce sens-là? Alors, plusieurs choses. Par exemple, dans la perspective du 14 juin, on a développé plusieurs éléments, notamment une chronique qui s'appelle Parole de femmes. D'accord ? C'est une chronique, 10 personnes, 10 femmes peuvent s'exprimer tous les jours online et puis dans une belle place, qui a une belle visibilité dans le Nouvelliste. Il y a une claire volonté de mettre en avant et une réflexion. Encore aujourd'hui, on a eu une séance pour se dire mais jusqu'où on va en sachant qu'on n'est pas un journal militant. Disons, l'époque d'André Luisier est bel et bien révolue. Militant, oui. Alors lui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, qui mettait même le bulletin de vote. Donc, c'est pas du tout notre perspective. Et dans ce sens-là, on va pas pousser artificiellement des femmes en particulier, parce que ça impliquerait effectivement une prise de position vraiment très forte. En revanche, on est en réflexion maintenant pour avoir une couverture qui laisse le plus de place aussi et de chance à toutes celles, mais aussi à tous ceux qui veulent se présenter. Il y a de nombreux candidats qui sont déclarés pour les élections de cet automne. 42 candidats sur la liste principale et 43% de femmes. C'est 24-18, je crois, 24 hommes et 18 femmes. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que nous sommes toujours en train de réfléchir et on s'est posé la question effectivement parce qu'on avait il y a 4 ans mis en place un module qui s'appelait 1 minute pour convaincre. Chacune et chacun pouvait venir aux Nouvellistes et dire ce qu'il avait donné, délivrer son message. Et on hésite effectivement à le faire. On a même, suite à une réunion avec Solidarité Femmes, hésité aussi à ne pousser que les femmes à offrir ce service-là. Mais ça pose plein de questions, notamment sur notre devoir d'équité. Donc le plan n'est pas tout à fait finalisé, pour répondre à votre question, madame, mais c'est vraiment un point qui nous préoccupe. Également pour le 14 juin, on a eu ce matin un brainstorming pour dire mais comment va-t-on traiter, jusqu'où veut-on être volontariste dans notre manière d'agir. Et Denise, tu avais parlé lors du débat de Solidarité Femmes d'une liste d'expertes qui serait mise à disposition des médias valaisans. Qui nous permettrait d'aller beaucoup plus régulièrement puiser chez des femmes qui sont expertes dans différents domaines, que ce soit l'économie, la politique, la culture, on en fait beaucoup. Didier Chamartin est le responsable de la culture et il y a un acte aussi très volontariste de sa part, de sa rubrique. Donc il y a une sensibilité, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et ça commence déjà par la prise de conscience. Après on verra comment on le traduira concrètement dans les actes. Merci. Il faut vous bagarrer vous-même. Hein. C'est pas, moi, je pense que ce n'est pas un boulot de journaliste.
Ben, Gabriel m'a dit tout à l'heure, sans toi, j'aurais pas été élue. Mais là, c'est autre chose. Le Nouvelliste ne savait même pas qu'elle existait, ou peut dire des vacheries. Mais ça, c'est une chose. Ça, c'était c'est vrai que je l'ai soutenu, mais le contexte était différent. Mais à part ça, il faut vous imposer. Alors là, je défends Sandra. C'est pas à elle à vous dérouler le tapis rouge. Il faut y aller. Ouais, puis c'est pas le rôle d'un média de mettre en pas le avant rôle des d'un- femmes dans d'un une média campagne de électorale au faire ça. détriment des hommes. C'est Non. impossible. Non, c'est exclu. Ça, c'est voilà. Ou alors on retombe justement aux Nouvelliste de l'époque. Donc il faut y aller. Il faut avoir quelque chose à dire. C'est à vous de trouver les ressources. Moi, personne m'a aidé. Il faut y aller. C'est tout. Voilà, puis sur Canal 9, je fais un peu de pub. La semaine prochaine, semaine femmes. Du lundi au vendredi, tous les magazines sont infléchis. Donc on va faire une semaine 100% femmes. Tous les magazines, le journal également, sera infléchi. Donc voilà, on a fait un effort particulier en se laissant la possibilité d'être critique aussi vis-à-vis de cette grève des femmes. Parce que pas toutes les femmes ne sont derrière cette grève. D'ailleurs, c'est la question que je vais vous poser après. Je vous laisse applaudir ces deux dames. Merci beaucoup. Alors, on va terminer. Je vais vous réunir les 6 sur l'estrade. On va mettre les tables. On n'a que 2 micros, par contre. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle, donc je sais qu'au bout d'une heure et demie, ça devient un peu compliqué pour tout le monde. Donc on va peut-être faire une partie plus courte maintenant, si vous êtes d'accord, mais je pense que oui. Histoire d'ancrer aussi cette soirée, c'était le but d'ailleurs, en lien avec la grève des femmes, donc le 14 juin prochain, vendredi prochain. L'idée, c'est de vous poser 2 questions. La deuxième, ce sera est-ce que depuis 1991, j'ai listé un peu tout ce qu'on peut appeler les progrès, je mets les guillemets, les parenthèses utiles, tout ce qui est venu sur la table par rapport aux femmes. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? Première question que j'aimerais vous poser, est-ce que c'est une bonne chose de faire la grève le 14 juin? Eliane Gaspo, peut-être, pour commencer. Après, il faudra vous passer le micro, on n'a que 2 micros, vous êtes 6, donc... Bon, moi, le mot grève, je l'aime pas. Par contre, de se positionner en tant que femme et de dire qu'il y a des axes d'amélioration et qu'on a encore beaucoup de travail, je crois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important de le dire. Alors la manière, peut-être qu'elle pourrait être un peu différente, mais des fois, il faut sonner un peu fort pour être entendu, et je peux le comprendre. À la BCV, la Banque cantonale du Valais, est-ce que les femmes pourront débrayer un moment dans la journée ou faire grève, tout simplement? Alors, vous posez une bonne question. Hier, mon patron me téléphone et me dit... On avait pris une décision. J'ai dit oui, mais on n'a pas encore informé. Je dis mais pourquoi on n'a pas informé? Parce que j'ai eu aucune question. Et la décision, c'est calquée sur l'État. C'est pas très glorieux. Ok, donc l'État. Non, c'est-à-dire que la décision, c'est-à-dire que bien sûr, hein. on libère les femmes, Voilà. mais elles le prennent sur leurs heures. C'est juste. Parce que ça nous crée aussi un problème. Et libertons aussi les gens pour aller manifester sur de nombreux autres sujets, le climat et autres, sur lesquels on pourrait aussi manifester. Et ça revient à cette même question tout à l'heure. Il faut avoir une approche équitable pour tous les sujets. Gabrielle Nanchen, c'est une bonne chose, cette nouvelle grève des femmes vendredi prochain. Je monte la couleur donc. Hein. Donc voilà. En fait, c'est un foulard que j'ai ressorti de 91, où, bon, ça s'appelait la grève des femmes en 91, mais c'était en fait une fête, et c'était extraordinaire, c'était ludique, c'était joyeux, on était heureuses d'être là ensemble, il y avait quelques hommes avec nous, et j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Et si je suis pour aussi, c'est parce que je suis un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Et il y a eu l'année dernière, le 8 mars, il y a eu une grève internationale des femmes. J'en ai vu les conséquences en Espagne. C'est extraordinaire. À la suite de ça, vous savez combien il y a eu de femmes au gouvernement? 11 femmes contre 7 hommes. En Espagne, hein, donc. En Espagne. Et les autres pays, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a eu un impact évident. Si les médias couvrent bien, si les gens arrivent à rester joyeux et fraternels entre eux, je pense que ça pourra avoir des effets considérables. Morgane Pfefferley, 1, est-ce que vous participerez à cette grève des femmes? Et 2, qu'est-ce que vous en attendez? Alors, pour nous, on est 6 femmes et 2 hommes, donc la journée serait économiquement pas très rentable si tout le monde était dehors. Après, voilà, c'est pas une question qui a été posée au bureau et ça n'a pas lieu dans les conditions qu'on a instaurées, puisque
puisqu'il n'y a pas ce souci-là chez nous, heureusement, grâce au travail qui a été fait avant. Donc après, je trouve que c'est une bonne chose. Ça fait bouger les choses. C'est pour ça aussi qu'on est là pour en parler. Donc voilà, je suis un peu partagée parce qu'on n'a pas cette problématique chez nous. Donc on n'aurait pas, entre guillemets, besoin de faire la grève. Par contre, toutes celles qui font face à ce problème, je soutiens tout à fait ce mouvement, oui. Les questions de la salle sont intéressantes après parce que j'imagine qu'on a peut-être des décalages en ce que vous pouvez penser et ce que nous disent nos invités. Emmanuel Dubuis, vous ferez la grève, vous, dans 10 jours? Alors, le mot grève non plus ne me plaît pas. Mobiliserez? J'ai pensé à prendre congé, mais voilà. Non. Je pense que la réponse pour moi, c'est d'être là ce soir. Pour moi, c'était plus important que de faire la grève. Voilà. Sandra Jean, Nouvelliste, comment ça va se passer? Vous m'avez dit, je crois qu'on a le même cas de figure. Alors moi, les dames de la rédaction et de l'entreprise sont venues me voir en me disant, écoute Frédéric, je crois que tout se passe bien au sein de la... Je n'embellis pas, hein, la vérité, c'est comme on dit, tout se passe bien au sein de la rédaction, on ne va pas faire la grève. Par contre, on va te proposer un concept pour que pendant toute la semaine, on parle des dames. Et ça s'est passé comme ça aussi, je crois, aux Nouvellistes. Hein. À peu de choses près. Il a fallu motiver quand même la discussion, mais effectivement, dans le cas du Nouvelliste, en tant qu'employé, il n'y a pas une volonté de s'arrêter, de dire à 15h24, on pose les plumes, les stylos et puis les claviers, on va manifester. Et ce qui m'a étonnée, au fond, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Bon, il y a l'égalité salariale, c'est une chose. Après, il y a vraiment beaucoup de dossiers sur lesquels il y a encore un sacré chemin à faire. Et ça m'étonne parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'âges aussi qui sont représentés au sein de la rédaction. Mais malgré tout, il n'y a personne qui veut aller manifester. Et vous l'avez dit à 2 reprises, le mot grève est rédhibitoire pour plusieurs personnes. Ça fait peur à pas mal de monde, hein, effectivement. Si on avait parlé peut-être de manifestation, et du coup, il y a une sorte aussi quasiment de refus idéologique parce qu'on a l'impression qu'il y a une captation aussi des syndicats et de la gauche. Et il y a beaucoup de femmes de droite qui, du coup, ont de la peine à s'identifier à ce mouvement, alors que sur le fond, elles peuvent rejoindre des récriminations qui sont évoquées. Liliane Varone, pour finir le tour de table, c'est une bonne chose, cette journée de mobilisation? Mais moi, je ne vais pas aller faire la grève, c'est ridicule. Hein. Il y a 15 ans que je suis à la retraite. Oui, mais tout est bon, si vous voulez. Mais je rejoindrai Gabriel en disant si c'est un mouvement joyeux, si c'est une manière de se rencontrer, de fraterniser, bravo. Moi, je suis pour l'exemple. Denise m'a appelé il y a 15 jours, elle voulait que je rejoigne son mouvement. J'ai dit, écoute, j'ai donné. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Vraiment, maintenant, j'ai donné. Je pense que, allez-y, faites le 10e de ce que j'ai fait, ramassez le 50e des coups que j'ai ramassés, puis ça ira mieux. Je me suis amusé à lister un peu les avancées ou les progrès. Je ne sais pas comment les appeler. Je vais vous demander si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc depuis 91, c'était le précédent mouvement. La Suisse se dote en 96 d'une loi sur l'égalité. Bon, la loi, elle dit égalité salariale. On sait que ce n'est pas le cas aujourd'hui. 20% de moins, dans le privé en tout cas. Les dames doivent travailler de mémoire 53 jours de plus pour prétendre au même salaire que les hommes. La solution des délais en 2002 en matière d'avortement. Le congé maternité, c'est pas si vieux que ça, c'est 2005. Hein, le congé maternité en Suisse. Des normes en matière de violence conjugale, des progrès en termes d'AVS aussi pour les dames. Eliane Gaspo, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Si on prend la liste comme ça, c'est vrai que ça a l'air assez conséquent. Et d'autant plus, moi j'ai vécu durant 15 ans avec ma grand-mère qui était née en 1901, au fond d'une vallée. Elle m'a parlé du Moyen-Âge. Donc début 1900, elle a vécu au Moyen-Âge. Donc si on fait la perspective des 100 ans, l'avancée, elle est phénoménale. Et ça, il faut qu'on s'en rende compte. Mais il y a encore du chemin. Le gros combat maintenant, c'est quoi? C'est l'égalité salariale, avant tout. Alors écoutez, ça, je ne comprends pas que ce ne soit pas le cas. Et ça, c'est inadmissible. Parce que je veux dire, c'est tellement évident, mais la seule contribution des femmes, battez-vous pour votre salaire. Mais ce n'est pas instinctif chez nous, hein, et je parle en connaissance de cause également. Par contre, c'est vrai qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises, cette égalité, c'est aussi d'avoir une plus grande facilité de partage des tâches, de partage de la garde des enfants. J'ai beaucoup aimé ce que vous relatiez au niveau des pays nordiques. Si les enfants s'occupent, si les papas s'occupent pendant 10 ans de leurs enfants, ils ont une sensibilité qu'ils développent qu'ils n'auraient pas autrement. Et je pense que là, c'est un grand combat qui reste encore. Gabriel Lanchaine, verre à moitié plein, à moitié vide?
compliqué comme question. Compliqué, oui, compliqué. Moi, je serais peut-être plus optimiste que vous. Je ne parlerai pas seulement au niveau institutionnel. Hein, dans les lois, il y a des petits progrès, c'est pas mal, dans les lois et les institutions. Mais moi, il me semble que les mentalités évoluent, et qu'elles évoluent bien. Hein, quand je vois ce qui a été un de mes combats pendant ces 2 ou 3 dernières décennies, c'était que les valeurs féminines aient droit de citer, tout comme les masculines, et que ça soit plus les valeurs de compétition, de rivalité, de domination qui soient les plus importantes, en général, hein, dans le monde de la politique, dans le monde de l'économie, partout. Mais que quand je vois que de plus en plus, ce que disait Mme Gaspo au sujet de la présence des femmes, que de plus en plus les entreprises ont besoin de femmes pour que l'entreprise tourne bien, et que les valeurs d'attention à l'autre, de care, comme on dit en bon français, deviennent si importantes. Le temps que je lis tous les jours, chaque jour nous parle de choses comme ça. Il y a de plus en plus... Je m'excuse, je ne suis pas bonne au Nouvelliste, donc je ne peux pas parler du Nouvelliste. Donc, chaque jour, il y a des articles qui vont dans ce sens, dans cette promotion d'un certain féminin. Et ça, pour moi, c'est positif. Par contre, vous viendrez dimanche soir à Canal 9, c'est juste? D'après mes informations. Écoutez, dites-moi oui. Pas tout à fait, parce que j'ai un problème, non pas de bébé, mais de petits-enfants. De garde de petits-enfants. De petits-enfants que je dois garder. Mais on va régler ce problème d'ici dimanche. Bon. Je m'en occupe. OK, d'accord. Je devais le placer, je l'ai placé. Excuse-moi Sandra, j'ai dû le placer. Je m'en sors pas. Mais là où je voudrais dire qu'on n'a pas fait de progrès du tout, c'est en ce qui concerne la garde des enfants. Et je suis payée pour le savoir. Et les grands-mères, on va être nombreuses à défiler parce que c'est important. Hein? Que font les mères qui travaillent, qui ont un poste à responsabilité et qui ont des enfants? C'est une course infernale. Donc là, il y a de progrès à faire. Alors Sandra, prends mon micro. Ouais, bien celui-là, ouais. On parle beaucoup justement des enfants et c'est vrai qu'il y a un problème de garde d'enfants, mais pourquoi parle-t-on toujours de la responsabilité de la mère? Et je pense qu'aujourd'hui, me semble-t-il, un homme et une femme, ou peu importe le genre du couple, doit être à même, peut-être avant même de concevoir des enfants, de se dire, OK, comment on va faire? Pourquoi c'est encore et toujours maintenant madame qui pense qu'elle doit, ou peut-être qu'elle veut, si c'est un choix, c'est encore autre chose, mais qui doit garder les enfants? Et pour moi, quand tu posais la question de quelle est la plus grande verre à moitié plein ou à moitié vide, je trouve qu'aujourd'hui, on a toutes les bases législatives. On peut faire des études, on peut être indépendante au niveau financier, on peut monter des entreprises, vous en êtes la preuve parmi tant d'autres, mais tout cela est possible. On peut être libre, on peut vivre seul, en couple, avec une autre femme, peu importe. Tout est possible. Et pour moi, la plus grande émancipation maintenant, c'est là-dedans. C'est qu'est-ce qu'on est prêt et qu'est-ce qu'on est prête à faire, et justement le chemin à parcourir pour sortir de ce complexe-là. Effectivement, vous parliez tout à l'heure de siècles et de siècles d'un modèle patriarcal, mais c'est notre responsabilité et ça passe par l'éducation. Je pense que ça doit commencer bien plus tôt, et il y a une amie qui est là, Laetitia Perren, qui est responsable de crèche, et tu me parlais l'autre fois de la responsabilité, vous comme premier apprenant aussi des enfants, de les traiter d'une manière égale, les garçons et les filles, et d'arrêter de dire « Oh, mais comme tu es jolie, t'as mis la jolie robe », et puis aux garçons « Oh, mais comme tu es fort et intelligent ». Et ça commence par là, et on a une responsabilité en tant qu'éducant aussi d'agir dans ce sens-là. Donc pour moi, la plus grande marche de progression, c'est vraiment dans la prise de conscience, et c'est l'empowerment. Voilà. Ok, voilà. Je ne répéterai pas. Eliane Gaspo, vous m'avez dit « Je ne suis pas d'accord avec Gabriel Nanchen ». Vous avez entendu dire « Non, non, je ne suis pas d'accord ». Non, parce que moi j'ai envie de louer le Valais. Alors j'ai plus le benchmark avec les autres cantons, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis de retour en Valais. Mais nos systèmes du APE, moi quand mes enfants étaient petits, j'ai été voir le président en disant il y a une loi qui dit qu'il doit y avoir des UAPE, et en moins d'une année, l'UAPE a été ouverte à Evolène. Et de 7h le matin à 7h le soir, on gardait mes enfants. Et en plus, le grand privilège du Valais, c'est qu'on avait les grands-mères à disposition. Donc c'est vrai qu'on a quand même un encadrement, alors qui peut certainement être encore amélioré, mais je trouve qu'il faut le relever, et bravo au Valais, parce que les autres cantons, ils ont encore des situations bien plus difficiles. Morgane, puis Emmanuel, la grande marge de progression, c'est quoi? Puis on donnera le mot de la fin à Liliane. Je pense que Sandra Jean l'a bien résumé, c'est la mentalité, c'est le changement de mentalité tout simplement. Voilà, il faut y croire, il y a un changement de mentalité à faire, et je pense que le verre, on peut que le remplir. Jolie formule. Emmanuel.
Je compléterai juste par la responsabilisation et l'envie d'aller de l'avant. Et je pense que ce soir, ça m'a encore plus donné envie d'être là, parmi vous. Merci. Et Liliane, le mot de la fin, il est Non, pour mais- toi. Et s'il y a des questions dans le public, préparez-les. Non, mais c'est fantastique. Alors, moi, dans ma profession, d'entendre Sandra Jean, si elle avait été à mon époque, on l'aurait décapitée. Hein. Donc, la progression, elle est là. On parlait tout à l'heure, dans tous tes progrès, tu parlais du congé maternité. Moi, j'ai eu la décence d'accoucher de ma fille pendant les vacances d'été. Hein. Parce qu'il n'y avait rien, même pas un sou ni quoi que ce soit. Bon, André Lusier m'avait offert des roses. Hein. Mais j'entends, alors non, je suis vraiment aussi pour le verre à moitié plein. Je crois qu'on a quand même fait encore on a fait d'énormes progrès. C'est fantastique comme on a avancé. Mais il y a encore. Et puis, j'ai été surprise quand même. Tout à l'heure, je crois que c'est vous qui avez parlé. On ne connaît pas le passé. Alors, moi, je suis vieille, d'accord, mais ce n'est pas le Moyen-Âge. Hein. Donc, c'est un passé qui est quand même récent. Ce dont je vous ai parlé, c'est il y a 40 ans. Hein. Il n'y a pas tout ça. Alors, il y a encore la toque à nous dans le Nouvelliste, c'était en 81. C'est pas... Hein. Vous n'étiez pas né. Mais ça doit vous rappeler que... Voilà. Alors, il faut en tout cas être vigilant. Et puis, je répète ce que vous avez dit. Fantastique. Allez-y. Laissez vos complexes à la maison. Vous êtes là. Vous êtes vous. Moi, j'ai toujours trouvé que j'étais Liliane Baron, personne d'autre. Et puis que j'ai estimé qu'on devait me respecter. J'ai fait mon boulot vraiment avec sérieux. Et à partir de ça, tant pis pour les coups qui pleuvent. Allez-y. Merci mesdames, on vous applaudit.